bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bienvenue dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée pour parler encore hypersensibilité. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans ces podcasts-là. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont venues témoigner et c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de personnes qui, reconnaissent leur hypersensibilité et qui aussi en parlent. Donc ça, c'est super intéressant. N'hésitez pas à aller voir les autres podcasts, d'ailleurs, qui parlent de ce sujet. Aujourd'hui, on va rajouter en plus de ça le syndrome du TDAH. Donc, c'est aujourd'hui notre invitée Anaïs qui est venue nous en parler. Elle est venue nous partager son témoignage, nous raconter son parcours atypique, donc de TDAH et d'hypersensible. Et elle-même, elle est maman de 2 filles atypiques. Elle est venue nous raconter comment elles vivent au quotidien cette hypersensibilité et le fait d'avoir un TDAH. Donc, bienvenue déjà Anaïs et bonjour à toi. Merci beaucoup, Muriel. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Et si tu veux bien, dans un premier temps, je te propose déjà de nous en dire un peu plus sur qui tu es. Super, ben, merci déjà pour ta présentation. Donc, comme tu l'as dit, moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants, Mhm. Julie qui a 12 ans et demi, bientôt 13, qui effectivement a un profil plutôt au potentiel et hypersensible, et Zoé qui a 8 ans et qui a un profil plutôt TDAH, qui a été diagnostiqué TDAH et hypersensible. Et je suis moi-même hypersensible et j'ai aussi été diagnostiquée comme porteuse de TDAH, on va dire. Ok. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile parce que de dire je suis, Ouais. ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Donc, c'est vrai que j'ai longtemps dit je suis. Là, j'essaye un petit peu de trouver ce qui me convient à moi. Et donc, dans tout ça, je me suis orientée, en fait, pour accompagner les parents d'enfants atypiques ou eux-mêmes atypiques ou des parents qui vivent des gros défis dans leur vie. Donc, je suis coach et j'essaie en fait de les accompagner à avoir plus de sérénité en eux et autour d'eux dans tous ces défis que représente l'hypersensibilité, les troubles TDAH, Mhm. TSA, enfin les troubles 10, tout ça. Et aussi à vivre voilà, beaucoup plus sereinement tous les défis liés à la parentalité. Ok. Voilà. Et si je veux mettre encore un petit truc, c'est que j'ai créé il y a quelques années une marque qui s'appelle Grandir Zen. C'était les tout débuts. C'était pour m'aider moi d'abord à trouver des outils et en faisant mes recherches pour m'en sortir dans cette parentalité qui était un sacré challenge. Mhm. Je me suis dit autant partager en fait avec d'autres parents tous les outils que je trouve sur la parentalité, donc qu'on appelait positive, hein, qu'on appelle plutôt maintenant parentalité consciente, parentalité responsable. On peut dire plein de mots, mais c'est vraiment la parentalité d'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, avec tous ces défis. Mhm. J'ai créé ce site qui s'appelle Grandir Zen, qui est du dev perso, on va dire, pour les enfants, et qui est voilà, une sorte de guidance parentale avec plein de ressources pour les parents. Ok. Voilà. C'est super intéressant en tout cas déjà. Merci pour cette présentation complète. Et donc avant de revenir justement sur quels sont les défis, les challenges d'un trouble TDAH ou d'être hypersensible, comment tu pourrais définir qu'est-ce qu'avoir un TDAH? Qu'est-ce que veut dire être hypersensible selon toi? Alors, déjà, TDAH, on appelle ça un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité qui se voit. Il y a toujours une hyperactivité, mais on peut bouger dans tous les sens, on peut avoir une activité à l'intérieur de soi. Mhm. Donc, cogitation en permanence, etc. Donc, c'est pas un déficit de l'attention, c'est plutôt une mauvaise régulation. Donc, soit c'est très compliqué d'avoir de l'attention, donc, on n'arrive pas à focus, en fait, à se concentrer. À garder, ouais, Ouais, l'attention. voilà. Soit on est en hyper focus, quand vraiment ça nous passionne, quand vraiment on est motivé par ce qu'on est en train de faire, on vit un vrai pic de dopamine, en fait.
et on est à fond. Et là, ça s'appelle un hyperfocus. Et là, le monde n'existe plus autour de soi. Et donc, on peut en oublier ses besoins primaires, manger, aller aux toilettes, enfin voilà. Et Oui. c'est typiquement pourquoi les enfants TDAH arrivent à rester des heures concentrés sur des jeux vidéo ou un écran. Ils sont en hyperfocus, en fait. Mhm. Et donc, c'est ce manque de régulation, en fait, qui fait qu'on parle de TDAH. D'accord. Voilà. Alors toi, comment ça se manifeste chez toi? Bah, typiquement ça, donc depuis que je suis enfant, euh, je suis en on-off. C'est tout ou rien. D'accord. Moi, je savais pas hein, que j'étais TDAH, enfin que C'est, j'en avais un. Excuse-moi, oui, tu disais? non, je disais, en fait, c'est dans les extrêmes, si je comprends bien. C'est ça. C'est-à-dire, soit ça me plaisait, j'étais à fond, mais à fond de chez à fond. Même dormir, tu vois, c'est une perte de temps. D'accord. Dans la perception que j'avais, hein. Et soit ça me plaisait pas, et alors là, les matières à l'école qui me plaisaient pas, c'était un calvaire d'essayer de comprendre, Oui. je subissais, enfin vraiment, c'était compliqué. Le fait de pas bouger. Parce que ça, je pense que ça fait partie de la force des personnes qui ont un TDAH, c'est une espèce de connexion à la nature et de mouvement, d'intelligence du mouvement. C'est Mhm. des enfants qui sont très kinesthésiques et qui ont besoin de bouger pour apprendre. Et quand tu les laisses dans cet environnement et que tu favorises cet environnement pour leur apprentissage, bah alors là, c'est pépite parce que ils ont une connexion à la nature et à leur corps qui est incroyable, quoi. Ils Moi, arrivent c'est à comme s'épanouir, ouais, en fait, quand on les laisse libres. bah, c'est comme tout, en fait. Pour moi, vraiment, là, ma conviction, c'est quand euh, tu te crées un environnement où les autres créent un environnement autour de toi euh, qui est adapté à Oui. ce que tu vis, ça peut tout changer. Et c'est les deux faces d'une même pièce pour moi. Ça peut être un handicap, comme ça peut être une force, comme Mm. ça peut être, comme tu peux exploiter tes zones de génie. Mais tu peux complètement passer à côté de tout ce qui fait ton génie et ta force si en fait, t'as pas l'environnement qui te soutient, quoi. Ok, ok. Et du coup, alors j'imagine que tu fais des tests euh, pour ça. Ouais. Il y a des tests. Alors, ça fait depuis quand tu découvres que tu as ce trouble TDAH? Alors, il y a quelques années, c'était à peu près en même temps que ma fille, en fait, Zoé, donc ça doit faire 3 4 ans. Oui, Ma plus jeune Zoé a 8 ans. d'accord. Et comme beaucoup de parents, c'est à travers son propre TDAH que j'ai réalisé que j'en avais un. Ok. Et C'est ce après, je qui se me suis passe refait toute souvent, mon hein, histoire. chez les Ouais. enfants. Et après, je me suis refait toute mon histoire. Et tu vois, récemment, mon père, qui a un niveau de TDAH assez fou, a compris aussi que c'est ce qu'il vivait, en fait. D'accord. Ouais. Et donc, c'est à travers ma fille, tout simplement. Et tous les tests qu'elle a fait, et toute cette démarche qu'on arrive enfin, en tout cas, que moi, j'ai réussi à commencer pour ma fille. Et ben, en fait, j'ai réalisé que c'est exactement ce que j'avais vécu, quoi. Mhm. Ouais, donc tu vois que tu as des points en commun avec elle, Ouais, avec ton père aussi. Et si on fait le lien avec l'hypersensibilité, donc ouais. comment ça se manifeste en plus, cette Alors, hypersensibilité? il y a plein de formes d'hypersensibilité. Pour moi, les symptômes se regroupent. Et tu vois, des fois, c'est difficile de dire tel symptôme est dû à tel Ouais, trouble ou tel mode de fonctionnement, parce que pour moi, c'est aussi une histoire de mode de fonctionnement. Mais en tous les cas, par exemple, ma fille, Zoé, 8 ans, je pense que beaucoup de parents vont se reconnaître. Les vêtements, c'est hyper compliqué. Donc ça, c'est l'hypersensibilité tactile, oui. voilà, qui se joue sur sa peau, donc avec les fameuses étiquettes, les chaussettes qui grattent et tout, mais à un niveau vraiment très, très fort. Mm. Et aussi, par exemple, elles se sont très bien sous l'eau. A priori, c'est une pression qui est sur le corps qui font que les enfants qui sont hypersensibles ou les gens hypersensibles peuvent se sentir apaisés par cette pression sur le corps. Par Mhm. exemple, moi, je dors très très bien avec une couverture lestée. Tu sais, c'est les couvertures très très lourdes qui ont des espèces de billes de plomb, là, ou je sais pas quoi, dedans. D'accord. Moi, je dors avec ça. J'ai besoin Toute de... l'année. Ouais. Alors, en été, bah, tu sais, moi, je suis dans le Pas-de-Calais, hein. Donc, Ouais, je suis pas ça trop aide. qualifiée. Heureusement que tu C'est n'habites ça. pas Ouais, dans les tropiques. c'est ça. Exactement. Je sais pas comment je ferais.
Tu ferais d'une autre Et, manière, sans doute. mais oui, voilà, donc il y a ça, il y a l'hypersensibilité tactile, il y a l'hypersensibilité auditive. Ok. Et pour ma plus grande aussi, elle a une hypersensibilité auditive avec des sons qui sont vraiment accentués. Hmm. On appelle ça, je crois, des hyperesthésies, comme Donc ça. c'est quoi? C'est certains sons particuliers, Ouais. comme quoi, Ouais. par exemple? Bah, moi, quand je suis toute seule, je peux passer l'aspirateur, etc. Quand il y a mon homme, donc mon mari, ma fille, ma plus grande ou ma plus jeune, je ne peux pas passer l'aspirateur, je ne peux pas mettre la hotte. Pour eux, tu Euh, veux dire, parce qu'eux ne pour supportent eux, pas. voilà, donc eux, c'est vraiment, tu vois, un enfer pour eux, ce genre de Ouais. bruit. Et pour mon mari, je dirais, ben, et même ma grande, les cris, par exemple, de ma plus jeune, si elle vit une émotion forte et qu'elle n'arrive pas à gérer et qu'elle crie, c'est très compliqué. Mhm. Ça a tendance à être un peu contagieux. Donc, c'est un vrai défi, en fait, d'arriver à respecter les besoins auditifs de chacun. Ça, c'est un vrai défi au quotidien. Ok. Franchement, Donc il y a ça comme défi. Il y aurait quoi d'autre aussi comme qu'est-ce qui est difficile à vivre au quotidien? bah, c'est la gestion émotionnelle. En fait, surtout de ma plus jeune, pour le coup, donc Zoé, qui a un TDAH, Hmm. il faut savoir que émotionnellement ou en termes de maturité émotionnelle, en tout cas, il peut y avoir une différence entre l'âge de l'enfant et sa maturité émotionnelle ça va jusqu'à 30%. Ah ouais, C'est c'est que énorme. si elle a 8 ans, elle avait, par exemple, 6 ans. D'accord. Tu vois, dans sa gestion émotionnelle, dans son autonomie. Alors, je dis pas que c'est son âge, j'en sais rien, son âge émotionnel. Mais je sens le décalage, en fait. Et ça, comment c'est diagnostiqué du coup? Ben, c'est pas vraiment officiel ni diagnostiqué officiellement. On constate des difficultés de gestion des émotions. On constate un gros manque d'autonomie qui se réduit au fur et à mesure, mais Ouais. c'est comme si, tu vois, avec ma grande, Julie, il y avait des choses qui se passaient naturellement. On faisait un pas après l'autre. Et puis voilà, elle était de plus en plus autonome. Avec ma plus jeune, qui a un TDAH, Hmm. ça prend plus de temps. Ça demande D'accord. plus d'entraînement. Mais je veux dire, elle a fait des tests pour ça? Alors, pour le TDAH, oui. Des tests d'attention, principalement. D'accord. Après, je me rappelle plus, et franchement, honnêtement, je me rappelle plus de tout ce qu'il y avait dans ces tests parce que c'est éparpillé, tu sais, tu Ouais. as plein de temps à En faire. fait, Alors que nous, ouais, je dis ça parce que pour ceux qui nous écoutent, et par exemple pour certains parents qui se posent des questions sur leurs enfants ou qui aimeraient les emmener mais ne savent pas vers qui se diriger, bah, ouais. c'est pour savoir c'est toi, qu'est-ce que tu as fait toi comme démarche dans un premier temps? Alors pour Zoé, on a fait psychomotricienne en premier, qui nous a fait un bilan. Ensuite, alors elle a eu tellement de bilans étalés sur plusieurs années Ouais, que je ne sais plus exactement l'ordre du parcours, mais c'est une psychomotricienne d'abord qui lui a fait un bilan psychomoteur. Il y a eu aussi la psychologue pour voir, tu sais, le QI ou voir s'il y avait un retard mental, d'accord. ce qu'il n'y a pas. Mais par contre, pour faire un bilan, ça s'appelle psychométrique, c'est compliqué parce qu'il y a une difficulté d'attention. Mhm. Et ensuite, elle a commencé à être suivie par une ergothérapeute. Donc, ça fait plusieurs années qu'elle est suivie par une ergothérapeute. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une orthophoniste aussi, puisqu'elle a des difficultés d'écriture. D'ailleurs, bah, il y a 2 jours, j'ai lu son bilan. Elle a une dysgraphie, donc en fait, elle a des difficultés dans l'écriture. Et là où je dis que c'est compliqué de savoir euh, quelle est la cause et enfin, d'où vient le symptôme, c'est que peut-être que c'est sa difficulté d'attention qui crée ou qui amplifie les problèmes d'écriture. Donc, c'est tout ça, en fait, qui au fur et à mesure est mis à jour. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de mettre en place des aménagements Ouais. Au pour la scolaire, tu soutenir. veux dire? Ouais, À la maison aussi, peut-être? les deux. Les deux, ouais. Ouais. Scolaire, beaucoup. Elle a le droit de se lever pendant que les autres copient et elle colle sa feuille et après, elle va jouer. Ou même si c'est des jeux de mathématiques avec des dés, des jeux de manipulation, elle a le droit de se lever. Elle a le droit de faire sa vie, quoi. Ouais, Elle c'est a le ça. droit d'être en mouvement. Parce que sinon,
bah c'est une cage pour elle, quoi. Oui, puis j'imagine qu'après, émotionnellement, C'est ça, ça doit être fort parce qu'elle va mal le vivre. c'est ça. Et ce que m'a expliqué son ergothérapeute, c'est les crises émotionnelles qu'elle peut vivre par ailleurs, c'est parce que même si on s'en rend pas compte, elle doit cumuler, tu sais, son vase émotionnel, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais se remplit, se remplit, se remplit. Et puis à un moment, on va lui demander, range tes chaussures à tel endroit, et ça va être le truc de Ça peut trop. être. Ouais, Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est très bruyant à l'école. Moi, par exemple, je sais, tu parlais d'adapter l'environnement. Je ne peux pas la laisser à l'aide aux devoirs. Enfin, je peux la laisser à l'aide aux devoirs le soir, mais je sais qu'elle fera rien parce que c'est trop bruyant. d'accord, ouais, elle n'a pas l'espace pour se concentrer adéquate. C'est, voilà, c'est trop bruyant. Elle a besoin de calme et puis elle a besoin d'être dans un certain état émotionnel. Elle a besoin de pas avoir passé sa journée avec une étiquette, un truc, le nez qui coule, le machin. C'est vraiment. Ouais, Puis c'est un sas quand elle rentre à la maison. Elle a besoin d'un sas pour se défouler un petit peu et parce qu'il y a les devoirs. Alors ça ouais, a été tout un truc. Les devoirs sont très, 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 très réduits. d'accord. Alors Euh, vous, ouais, Tout est moi, adapté, quoi. tout est adapté, d'accord. Et vous, Enfin, vous pas qui tout, êtes hein. aussi, vous qui êtes aussi hypersensible, comment vous accompagnez comme en tant que parent au mieux quand il y a des crises émotionnelles, comme tu disais? Ouais. Et ben ça, c'est déjà tout un travail que j'ai fait moi, ben, notamment dans ma formation de coaching, sur Ouais, moi. Parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué que si le parent n'est pas détaché, qui souffre avec son enfant, que ça lui déclenche plein de choses, tu sais, les triggers, là, ça te déclenche plein de choses de ton enfance, d'éducation, d'un poids que tu portes sur justement tout ce que t'as pas pu être enfant dans ta tête, des émotions que t'as pas pu exprimer, plein de choses. ouais. Ça fait remonter plein de mémoires, Au de moment où blessures son enfant émotionnelles pleure, et tout. Mm. ouais, c'est ça. Au moment où son enfant pleure, il y a tellement de choses qui Ouais, remontent. Ou au moment où son enfant pique une crise de colère. Au moment où son enfant a une réaction qu'on comprend pas. On peut se raconter une tonne de choses. ouais, Enfin, vraiment, c'est mon enfant va pas m'aimer si je lui dis non. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans la tête. Et d'abord, je trouve que c'est un travail sur soi pour se libérer d'une tonne de choses. ouais. Se Et du libérer de la culpabilité aussi. Et du coup, le fait Parce que, d'avoir fait ce travail sur toi, ça ouais. serait quoi la différence si tu devais nous mettre deux exemples concrets de toi Mm. avant, quand tu n'avais pas fait ce travail émotionnel sur toi, et aujourd'hui, Ouais. comment tu réagis potentiellement? Bah déjà, je pense que j'étais dans la culpabilité de pas être une mère, entre guillemets, parfaite. Et en plus de lui avoir refilé le TDAH et l'hypersensibilité, par exemple, Ouais, si je parle de Zoé. Et donc, quand elle vivait une émotion, par exemple, quand elle s'est fait embêter à l'école l'année dernière, et je l'ai pas bien vécu du tout. J'étais en colère, j'étais la maman révoltée qui ouais. a interdit Comme, l'école, machin. comme si tu veux la protéger ou la défendre. Voilà. Ce travail sur moi et le fait que je sois plus sereine, je l'ai pris autrement là cette année quand il lui est encore arrivé de se faire embêter en fait. Mhm. Déjà, je me suis dit, waouh, elle m'en parle. Chose qu'elle n'aurait Déjà, pas fait trop avant. bien. Ça veut dire que bah, elle a confiance en fait. Je lui ai posé des questions en mode de coaching, quoi, parent coach. Et puis, je lui ai demandé de quoi elle avait besoin, ce qu'elle attendait de moi. Et voilà, je l'ai vécu différemment. J'ai juste envoyé un petit mail à la maîtresse pour dire quand même, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et je suis confiante sur le fait on va trouver des solutions pour Zoé. J'ai sollicité des mamans de l'école pour qu'elles puissent voir d'autres copines. Et puis moi, c'est mes copines aussi, donc voilà, c'est cool. Ouais, Pour un petit peu élargir son champ des possibles. Et puis après, je l'ai responsabilisée sur sa manière de réagir. Donc, notamment en lui apprenant quelques petites techniques pour sa posture et ce qu'elle peut dire, voilà, pour qu'elle essaye. On a fait des jeux de rôle. ok, super intéressant. Ouais, ouais, ouais. On a fait. J'avais participé à un sommet justement de parentalité.
où la personne expliquait comment faire en sorte d'avoir la paix à la récré. Et justement, ils expliquaient un petit peu aux enfants comment fonctionnait bah, le harcèlement. Et tout naturellement, j'ai eu une discussion avec elle sur ça. Et je lui ai expliqué aussi son rôle, Ok. ce qui était en son pouvoir à elle. C'est ça qui a changé pour moi, c'est le fait aussi de donner du pouvoir à son enfant. Tout n'est pas sur mes épaules. Oui, Je sais pas donc si toi tu de te vois. décharger déjà émotionnellement et aussi Ouais. d'être responsable de la réaction de ta fille, par exemple. Oui, en fait, c'est tout ne m'appartient pas. Comment tu réagis maintenant quand là, elle arrive, elle a une crise émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis pas parfaite. Je suis parfaitement imparfaite, donc ça va aussi dépendre de mon état à moi. Oui. Déjà, Donc je ça, fais déjà, c'est attention une à phrase mon état. que tu te répètes, j'imagine, pour prendre Bah, un en fait, maximum de c'est recul. comment moi je peux prendre soin de moi. Avant, Ouais, tu vois, je fais très attention à comment je prends soin de moi dans ma journée, les moments de pause, mon sport, tout ça, pour moi être bien quand mes filles vont rentrer de l'école. Après, un maximum, bah, je reste calme, je la rassure. Et puis après, à distance, une fois que la crise est passée, que l'émotion est traversée, parce que ça, c'est important pour moi que l'émotion elle puisse être vécue, bah, on en reparle. Ou pas, parce que par exemple, pour ma plus grande, des fois, bah, elle n'a pas envie d'en reparler, donc ça peut être beaucoup plus tard. Donc, mais j'ai pas l'impression de souffrir avec. chose que avant c'était le cas. Ouais. D'accord. Pas, alors pas toujours, et s'il y a vraiment quelque chose de très grave, je peux être impactée, hein. Enfin, Oui, Mais je suis vraiment beaucoup plus sereine et en paix, et parce que enfin, je suis responsable de moi oui, d'abord. Et j'aime, moi, donner du pouvoir et de la liberté à mes filles. Dans un cadre, mais quand même. bien sûr. Et est-ce que tu aurais des outils pour les parents à nous partager? Surtout, ben, soit eux-mêmes sont hypersensibles et comme toi ont des enfants hypersensibles avec TDAH ou pas d'ailleurs, mais ou même ça peut être des parents sans être hypersensibles d'ailleurs, Mm. qui ne sauraient pas comment faire, qui ne sauraient pas comment réagir face à leurs enfants bah, qui ont ce syndrome ou qui ont cette Mm. hypersensibilité. Bah déjà, en fait, pour moi, c'est apprendre à se connaître. C'est ça qui est important. Un peu comme si on voulait avoir son mode d'emploi, quoi. Ouais. Ouais, mais vraiment, c'est apprendre à se connaître et voilà, à s'écouter, tu sais, à s'observer, Mhm. à observer comment je réagis, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça. Alors, c'est pas un outil hyper concret, mais en même temps, si. Oui. Et, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si c'est de l'observation de soi. Après, moi, mode d'emploi, ça m'a fait penser, enfin, connaissance de soi, ça m'a fait penser au human design. Je sais pas si tu connais. Oui, j'ai un petit peu regardé du coup. Ouais, t'as regardé? C'est c'est en fonction de ta date de naissance et tout ça, c'est ça? Ouais, en fonction de ta date, ton heure et ton lieu de naissance, t'as un schéma graphique qui est C'est basé en ça. fait sur plusieurs sciences traditionnelles. Donc, ça forme une carte graphique. En fait, l'outil s'appelle le Human Design et c'est vraiment ton mode d'emploi, de qui tu es, Mm. de comment tu fonctionnes déjà au niveau de tes énergies, tes émotions, tout ce que tu as en fait naturellement déjà aussi en toi, tes potentiels, tes talents, tes dons. Et c'est vrai qu'en profondeur, c'est un outil un complémentaire à d'autres outils qui existent déjà, mais pour apprendre à se connaître et justement bah, savoir qu'aussi comment interagir dans nos relations. Mm. Ça peut être super aidant. Bah, c'est exactement ça. Pour moi, quand je dis apprendre à se connaître, donc il y a son dialogue interne dans différentes situations. Il y Mm, a aussi ses valeurs, ce qui est important pour soi. Euh, Tout ça pour moi, puis tout ce que tu viens de dire en fait, avec des outils comme le Human Design, c'est être sereine en soi, parce que pour moi, en fait, ça commence par le parent et ça fait un effet ricochet sur l'enfant. c'est ça. On peut aussi, hein, moi, ça m'arrive d'accompagner des familles et travailler avec l'enfant, mais en fait, c'est vraiment hyper complémentaire. Et pour moi, un parent qui va pas bien,
En fait, c'est ça, moi, ma mission. C'est vraiment ça, moi, ma raison d'être ici et d'accompagner les parents. C'est un parent qui va pas bien. Et ben derrière, en fait, pour l'enfant, c'est très compliqué. Et surtout pour les hypersensibles. C'est des enfants éponges. Bien Alors, ils sûr, vont ça a un tout... impact. Mm. Ouais. Je pense qu'on Et... a la même mission. C'est fou ça, parce que c'est vrai qu'au début, tu Non. vois, moi je commençais avec les enfants, enfin beaucoup plus d'enfants et d'ados parce que dans le bureau où je travaille, enfin le lieu où je travaille, il y a énormément de thérapeutes, comme tu as cité tout à l'heure, ergothérapeutes, psychomotes, orthophonistes, psychologues, etc. Et donc un public plus jeune. Et au début, je prenais les enfants, le parent amène son enfant, et en fait, tu te rends vite compte que, bah ouais, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai besoin des parents pour aller en profondeur, explorer, et surtout, ce que tu dis, c'est que si on fait un travail sur soi en tant que parent ou adulte, bah, enfin, si on est bien avec soi, il y a forcément un impact positif dans notre entourage. Donc, quand on a des enfants, bah, c'est un cadeau, Mm. et c'est ça On qui est puissant. rayonne. Quand chacun commence à travailler sur soi, ça devient une force, hein, en fait, comme on dit. Mais de la même manière que les émotions, on va dire, inconfortables et tout ce qui déborde est contagieux, et bah, Ouais. de la même manière, en fait, quand on est en train de grandir, on permet aussi à son enfant de grandir. Il va absorber tout ça, en fait. Mm. Moi, j'y crois vraiment à ça et je le vois, et même moi encore, enfin, et je vois encore beaucoup de chemin, mais là, je suis allée chez l'ergothérapeute il y a pas longtemps. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a encore plein d'aspects sur lesquels bah, ma fille, elle peut encore grandir, elle Mm. peut acquérir plus d'autonomie. En plus, ça a fait un effet, tu sais, un peu zoom de euh, tout ce qui va pas. Parce Ouais, que quand tu fais des bilans, on te dit tout ce qui va pas. bien sûr. Donc là, c'est un peu un choc des fois Mm. justement, là, si les parents qui nous écoutent entament des bilans, euh, ils voient le problème chez leurs enfants ou chez eux. Mm. Et faut pas oublier, moi je trouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est les deux faces d'une même pièce, à hauteur du handicap, à hauteur des gros défis dans ce monde qui n'est pas forcément fait pour tout ça, enfin en tout cas pour que ces personnes qui ont tous ces handicaps, ces troubles 10, etc., puissent s'épanouir. À la hauteur de ça, bah, il y a les capacités, il y a les forces, il y a les zones de génie. Exactement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à voir les choses, enfin à percevoir les choses de façon négative, de le voir vraiment comme un problème et de nourrir ça tout le temps. Mm. Et justement, moi, enfin, j'aimerais bien te poser la question, ça serait quoi les points positifs, les forces qu'on peut trouver à avoir un TDAH, à être hypersensible? C'est quoi tous les pépites qu'il y a derrière tout ça? Mm. Bah, il y en a plein, ça dépend des gens, mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est des personnes souvent hors cadre. Ils vont même pas être out of the box. Ils vont créer la box, quoi. Ils vont faire leur truc sur mesure, Ouais, leur façon. Et ils voient ça comme un problème. Alors que quand tu regardes des gens qui ont réussi, entre guillemets, alors échouer et réussir, c'est pareil, hein, c'est de la norme, tout ça, mais les gens qui ont créé des trucs de fou, qui vraiment contribuent, il y en a plein, en fait, qui ont un fonctionnement atypique. c'est sûr. Euh, des acteurs, des entrepreneurs. À partir du moment où on s'autorise ces pépites, c'est la créativité, Mm. beaucoup de créativité. C'est une façon de fonctionner qui est différente, où on fait beaucoup de liens. Ça peut être plein de choses, ça peut être la connexion avec la nature, ça peut être créer, par exemple, du coaching en mouvement ou j'imagine de l'art-thérapie, coaching avec du human design. C'est ça, c'est de faire un mix de tout. C'est créer son truc. C'est ça. Pour moi, ben moi, quand je vois ma fille Zoé, euh, elle est, elle a une fraîcheur, une spontanéité, une joie de vivre qui des fois, ben, est proportionnelle aux crises qu'elle fait dans l'autre sens. Oui, Mais elle a vraiment ses joies de vivre. Elle est courageuse parce qu'elle travaille beaucoup pour bah, essayer de suivre le rythme, même si on essaie voilà, de lui mettre un environnement qui la soutienne le plus possible. Mais il y a le goût de l'effort
Mhm. Donc, c'est des gens qui, en général, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, en fait. Donc, pour arriver à suivre et, entre guillemets, être dans la norme. Oui, puis je pense que aussi en sortant des cases enfin, ou en se créant sa propre vie, bah, justement, on tend vers cette liberté, la liberté d'être soi, d'être soi-même, de s'autoriser, tu vois, de pas se mettre justement, de s'enfermer dans des cases. Et aussi, ce que je rajouterais, c'est que ça inspire énormément de personnes parce que toutes les personnes qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, qui retiennent, qui peuvent être peut-être rigides avec elles-mêmes ou pas s'autoriser à être créatives ou pas avoir confiance, pas oser, ça peut aussi inspirer et montrer l'exemple de ce qui est possible. Exactement. C'est exactement ça. C'est des gens, ils luttent, hein. Enfin, moi, les parents avec lesquels je parle, qui ont des familles atypiques comme moi, Oui, waouh, c'est des années de lutte. Et des fois, ils arrivent et ils détestent leur TDAH, leur TSA, etc. Et quand tu creuses sur ce que ça leur a apporté, mais des fois, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir à quel point on est aveugle pour soi-même, parfois amnésique aussi, de tout ce qu'on a pu créer grâce à ça. Et on a vu que le verre à moitié vide. c'est ça. Et je dis pas parce que, enfin, je veux pas minimiser l'aspect handicapant, parce que notre société, elle n'est pas adaptée pour plein de modes de fonctionnement, en fait. L'école n'est pas adaptée pour Hmm. une tonne de modes de fonctionnement. Il y a des progrès, heureusement, Ça pourrait être un mais, sujet entier de podcast. mais oui, mais voilà, hypersensibilité et école, c'est compliqué. Alors, tu Oui, peux mettre un casque, par oui. exemple, un casque anti-bruit. Encore faut-il supporter le fait d'être serré dans Bah un oui. casque et d'être tout seul dans sa classe à avoir un casque ou de pas être très nombreux. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, Hmm. à Alors, il y a l'école. déjà beaucoup de choses qui sont en train de se faire et heureusement, d'ailleurs, il y a plein de personnes qui se lancent dans des projets qui proposent des nouvelles choses. Mais c'est vrai qu'il y a encore énormément. Mais oui. Il y a du boulot, comme tu dis. Mais Et plus puis, les aussi on va profs, en parler, plus on va reconnaître cette part en nous, non, bah, plus il y aura des choses qui seront faites et ça sera quelque part, ça sera vu comme, je sais pas si plus positivement c'est le mot, mais ça sera mieux vécu, du moins. Et ce sera plus confortable, ouais. Mm. sera peut-être moins mis comme des étiquettes qu'on a tendance à C'est ça. mettre sur il est comme ci, il est comme ça. Mais oui, bah après, moi, c'est pareil, les étiquettes. Disons que je trouve que, en tout cas, moi, dans un premier temps, ça m'a servi. Ouais. Espèce de soulagement de se dire, je suis pas toute seule, et puis je vais mieux me comprendre, je vais mieux comprendre mes enfants, et puis on va mettre en place un environnement. Et puis l'étape d'après, c'est s'en détacher aussi et faire son chemin à soi, quoi. Bah oui, c'est ça. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là, mais Oui. moi j'ai une dernière question à te poser. Mhm. Euh, Imagine, tu as une baguette magique et tu t'immisces dans une famille atypique, on va dire, comme ça, Dans une vie. hypersensible, TDAH. Et donc ta baguette, évidemment, elle a des pouvoirs magiques. Alors, quel pouvoir tu donnerais à ta baguette pour cette famille ou ces familles? Hmm. Je peux l'utiliser pour plusieurs personnes ou ça doit être pour une personne ou c'est juste... Je te laisse choisir, c'est toi qui décides, hein. Oh là là, tout ce pouvoir. C'est Qu'est-ce illimité. Ouais, j'ai envie de faire tellement de choses avec. Euh, Ah, t'as le droit d'en dire deux ou trois, hein. Alors, une famille atypique, ce que je vois le plus, c'est que les gens s'acceptent. Donc les parents, déjà. Je me concentrerai sur les parents Yes. qui s'acceptent leur atypisme, que ça leur permette de mieux se comprendre et du coup d'être ben, en paix avec eux-mêmes. Mhm. Je peux continuer? Bien sûr, vas-y, vas-y, hein. C'est illimité, hein, on a Donc, dit. en paix avec eux-mêmes, c'est libéré d'une tonne de choses tu sais, c'est comme disons, un sac de cailloux sur le dos, quoi. Et ils avancent avec ça.
Et ils ont de plus en plus de cailloux dans leur sac à dos. Et tu vois, c'est des parents qui ont même des douleurs. Ils ont des douleurs au cervical, ils ont des douleurs au dos. C'est des parents qui ont fait des fois des burn-out, tellement ils n'en peuvent plus. Et moi, c'est ce que je voudrais avec cette baguette magique, c'est vraiment mais qui vire ce sac, Ouais, qui se libère de ça. Euh, et dans ce sac, il y a la non-acceptation de leur fonctionnement. Il y a cette lutte, tu vois, intérieure. Il y a, euh, il y a tout leur trauma d'enfance, tous leurs vieux réflexes d'éducation, la voix de leur mère qui critique, machin, machin, et qui reproduisent. Il y a tous ouais, ces fardeaux-là euh, qui, qui les empêchent juste des fois de se connecter avec leurs enfants, d'être dans la joie, dans la légèreté. C'est hyper utopiste, mais franchement, j'y crois vraiment de ce que je suis en train de te dire. ouais. Moi, je te C'est, rejoins, hein. C'est peut-être ouais, utopiste, mais je te rejoins à trop bien. 100% ou à 1000. C'est trop bien. Et ça veut pas dire que les hauts et les bas, c'est juste la vie. Donc, il y Bah a oui. des hauts et des bas. Mais quand tu as confiance que ça va s'arranger, quand t'es pas dans la culpabilité de jamais Mm. être assez bon parent, que voilà, tu as cette foi en ça va s'arranger, ça va bien se passer, on va trouver des solutions. Et même notre atypisme, on va en faire une force. Il va y avoir un chemin, ça va être le processus qui va être peut-être long, mais on va kiffer le processus, quoi. Ouais. Et donc, moi, ça, c'est vraiment ça qui est important. C'est C'est chouette. joli ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est pouvoir ouais, délester de ce poids, comme tu dis. Enfin, chaque être humain, parce que on est tous concernés, en fait, hein, et que rien n'est parfait. Mais justement, comme on dit, l'énergie suit la pensée. Donc là, Mm. on va avoir le focus. Ben, on aura les résultats sur quoi on a le focus, en fait. Ouais, Donc, d'où l'importance de où est-ce que je mets mon attention à chaque instant dans ma vie, selon les résultats que je veux. c'est ça. Et moi, c'est vraiment ça. Et pour les parents atypiques qui sont en lutte, là, qui se disent, j'en veux pas de ce TDAH que j'ai, il me fait galérer, j'y arrive pas à être efficace, je m'éparpille, je déteste mon TSA. Et tous ces gens-là qui veulent s'en débarrasser, juste de se poser la question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Juste cette question, elle est folle. Elle est puissante. Ouais, Ouais. c'est ça. Eh ben, un grand merci, Anaïs, pour tout ton Ah, merci à partage. toi. Ouais, merci à toi, Muriel. C'était chouette. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast si vous connaissez d'autres personnes autour de vous bah, qui sont concernées par ce sujet. Aussi, ça peut être, je pense, aux éducateurs, aux enseignants pour mieux comprendre les enfants. Ou si vous-même vous êtes atypique avec syndrome TDAH, hypersensible, enfin voilà, tout ça. N'hésitez surtout pas à partager, à faire circuler. L'idée, c'est à chaque fois de ce podcast qu'on arrive bah, à transformer nos pépins en pépites, hein. C'est l'objectif d'aller voir une autre perspective, de pouvoir se créer une vie en conscience et d'arrêter de voir le verre toujours à moitié vide et aller vers justement rehausser notre énergie, euh, créer sa vie en fait en conscience et pour se sentir épanoui et dans la joie. Voilà. Donc merci beaucoup et puis nous on se retrouve dans un prochain podcast. Donc merci encore Anaïs et à bientôt.